Bonjour et bienvenue à tous. Notre invité aujourd'hui fait partie des 50 Africains les plus influents par le magazine Jeune Afrique. Et pour cause, elle est derrière la première foire africaine d'art contemporain baptisée 154. Créée il y a 7 ans, après Londres et New York, Touri El Glaoui a décidé depuis l'année dernière de rentrer au Bercail, transformant Marrakech en véritable melting pot d'artistes autour d'expositions, de débats et de projets artistiques contemporains. Il faut rappeler qu'elle n'est autre que la fille du défunt illustre peintre marocain Hassan El Glaoui. C'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de Média TV. Touri El Glaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invitée. La deuxième édition, donc Marrakchi, n'est-ce pas, de cette foire d'art contemporain vient de toucher à sa fin. Êtes-vous satisfaite de cette deuxième édition? Je suis très satisfaite parce qu'on a pu faire une deuxième édition et c'est ça le plus important. Pour nous, c'était un grand challenge, pour moi très émotionnel aussi de rentrer au Maroc et de faire un 54, une réussite au Maroc. Mais le fait qu'on ait pu faire une deuxième édition, réinviter les mêmes galeries qui voulaient participer, on en a eu des nouvelles et une grande liste qui voulait faire partie de la foire. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Marrakech a accueilli plus de 6000 visiteurs pour cet événement et puis a aussi parfaitement joué son rôle d'hôte d'art contemporain. Chaque plateforme culturelle, chaque musée a prévu une exposition assez extraordinaire pour cette semaine-là. Donc c'était vraiment, on va dire, une ambiance, mais aussi une atmosphère et une expérience pour les visiteurs incroyable. Qui sont ces galeries que vous avez citées? Est-ce qu'il s'agit de galeries bien sûr marocaines, européennes? D'où viennent ces galeristes? Parce qu'on est au Maroc précisément et qu'on n'a que 18 galeries qui participent à cette foire qui se situe dans la Mamounia. Donc on est un peu limité par l'espace. Autant ça nous permet d'avoir une plateforme assez extraordinaire, autant j'appelle ça une boutique faire parce qu'elle est vraiment toute petite. On a la possibilité d'inviter 3 galeries marocaines. Comme on représente toute l'Afrique, il faut rester dans les quotas plutôt généraux africains. Donc on a eu 3 galeries africaines, une sud-africaine, 2 de Côte d'Ivoire, une du Nigeria. Et ensuite de ça, on a eu des galeries Europe, américaines, mais qui avaient comme juste objectif de présenter des artistes ou du continent africain ou de la diaspora africaine. Donc même si ce n'était pas leur spécialité, sur la plateforme de 154, elles doivent présenter que des artistes africains. Concept 154 est né donc de cette notion d'un seul continent, 54 pays. Parlez-nous un peu plus de la naissance de ce concept. Écoutez, c'est pas venu en une seule fois. Comme vous l'avez bien dit au début gentiment et donné de très grands compliments à mon papa, je suis née dans une maison d'artistes. Ensuite, par mon travail professionnel, j'ai eu la chance de visiter le continent de long en large parce que je couvrais ce marché-là. Et j'étais très sidérée par le fait que je voyais des œuvres extraordinaires. Et puis comme c'était un peu ma référence, l'art d'un point de vue général, quand j'avais un petit moment libre, j'allais visiter les scènes artistiques locales où j'étais là pour travailler. Et j'étais sidérée que quand je revenais à Londres ou aux États-Unis, où je travaillais beaucoup dans mon autre vie professionnelle, qu'il n'y avait aucune trace en fait de ce que je voyais. Et en même temps, j'ai aidé mon père sur certaines expositions. Et puis, j'ai vu qu'il avait toute une expérience de vie à l'étranger pendant le début de sa carrière qui lui a permis d'avoir une visibilité internationale qui compte, parce que ça faisait partie de pouvoir être dans des infrastructures, des musées, des collections internationales. Donc, j'ai un peu fait le lien qui manquait, en fait, ce gap pour les artistes africains. Et je me suis dit, même s'ils sont très connus chez eux, le fait qu'ils ne soient pas sur le marché international, qu'ils ne fassent pas partie de cette discussion globale, on va dire, de l'art contemporain, faisait que les gens ne les connaissaient pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire vraiment qui pourrait accélérer cette visibilité? Et je me suis dit, je vais choisir 2 villes, en fait, de l'art, du monde, réputées pour leur art contemporain, et on va essayer de créer une plateforme spécialement dédiée à l'art contemporain africain, d'abord à Londres, puis bien évidemment, c'était une chose qui n'était pas encore faite, donc j'ai attendu de voir les résultats de la première édition. Et au bout de 2 ans où on s'est bien installé à Londres, j'ai décidé d'aller tout de suite à New York parce que c'est aussi le centre de l'art contemporain. Il y a la majorité de musées, de collections privées, de galeries, et que ça permettait en fait une plus grande visibilité aussi. Quand vous évoquez tout cela, j'ai l'impression qu'en fait vous avez, après 7 ans, après plusieurs tentatives bien sûr, vous avez finalement eu ces ingrédients pour réussir
un tel événement international, une foire internationale de l'art contemporain qui met en avant des artistes. Quels sont ces ingrédients, Touria Glaoui? Je pense que c'est d'abord la curiosité. On fait partie d'un monde, l'art en général, et les collectionneurs, ils veulent toujours être à jour de ce qui se passe dans le monde de l'art contemporain. Je pense aussi que j'ai bénéficié d'un timing qui était assez bon par rapport à l'intérêt du monde à l'Afrique, pas d'un point de vue contemporain, mais d'un point de vue global, économique. Et je pense aussi que la qualité du travail est juste exceptionnelle. Donc je pense que c'est ça surtout qui fait la différence, c'est que c'était pas montré, ça a été montré. Les artistes, bien évidemment, jouent leur rôle de créativité incroyable et montrent des choses extraordinaires. Et je pense que si vous avez juste un peu de goût dans l'art contemporain, vous allez tout de suite adhérer à cette partie-là du monde qui a été malheureusement un petit peu laissée en arrière ces dernières années. Mais est-ce qu'il ne vous faut pas aussi, par exemple, un bon carnet d'adresses finalement pour avoir autant de galeries, que ce soit en Europe, aux États-Unis et aussi en Afrique? Bien évidemment, en 2013, on n'avait pas la même audience qu'en 2018. Si j'ai pu le faire à Marrakech, c'est clairement à cause de la réputation de Londres et de New York que les galeries m'aient fait confiance et soient venues avec moi expérimenter un 54 sur le continent africain. Mais en même temps, je pense qu'on est tous pionniers dans ce qu'on fait en termes de l'art contemporain africain. Et on est tous au courant aussi qu'il faut que la base des collectionneurs soit africaine, malgré qu'aujourd'hui, elle est à 90% encore très internationale. Il faut que ça soit le continent qui se réveille et qui supporte sa propre scène artistique. Donc je pointe d'un point de vue de toutes les galeries qui font un 54, qui vendent très bien à Londres et à New York. On est tous dans le même bain. On sait que ça peut ne pas durer à l'extérieur. Il faut que la base de support vienne du continent africain, pas simplement on va dire de l'audience internationale. Il faut qu'il y ait un amour local de leurs artistes. Et je dois dire qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation, il y a un grand débat aujourd'hui des œuvres traditionnelles africaines, des masques qui maintenant doivent revenir en Afrique. En Afrique, oui. On veut être sûr que les Africains aient profité de ces œuvres et pas que les plus belles pièces de l'art contemporain se trouvent à l'étranger. Donc je pense qu'on est tous dans la même aventure. On veut que les Africains commencent à acheter et supportent leur propre scène artistique. Et justement, d'un point de vue commercial, est-ce que ça a marché cette édition-là? Alors ça a très bien marché. Je suis fière d'annoncer qu'on fait une 3e édition en février 2020. Donc déjà, c'est excellent. Les galeries étaient très contentes. Bien évidemment, on n'est pas encore là où on veut avec les collectionneurs marocains qui supportent l'art africain. Mais je ne suis pas tellement surprise non plus parce que d'un point de vue collectionneur, les collectionneurs d'un pays en général collectionnent d'abord leur art avant de s'avancer et de collectionner par exemple panafricain. C'est vraiment un concept de l'Ouest de vouloir collectionner tous les artistes du continent africain. Mais je pense qu'au moins on voit une ouverture d'esprit des collectionneurs marocains qui s'y intéressent. Donc il y avait beaucoup de collectionneurs marocains présents et de gens qui aiment l'art, des enthousiastes de l'art marocain. Et je vois aussi maintenant qu'on a un phénomène qui se passe de plus en plus intéressant, c'est que certaines galeries marocaines représentent des artistes africains. Donc on a eu Loft, par exemple, qui avait Loft, qui est une galerie casablancaise, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait une artiste de Côte d'Ivoire et un artiste d'Afrique du Sud. Donc je pense qu'on va aller vers un système qui est beaucoup plus africain, même d'un point de vue galerie marocaine. On terminera peut-être avec cette idée du marché de l'art marocain et plus globalement africain. Est-ce qu'il se démocratise aujourd'hui? Est-ce qu'il est accessible? Il est accessible à, d'abord peut-être monsieur tout le monde, de compréhension et aussi d'un point de vue financier. Alors moi, je pense qu'il est donné à tout le monde d'apprécier l'art. Et c'est même très important, je veux dire, qu'on a cette ouverture d'esprit. Maintenant, dans la démocratisation de l'art en lui-même, ça remonte à l'histoire de l'art. Ça n'a jamais été une chose très démocratique, mais beaucoup plus exclusif. Les patrons de l'art étaient des gens très riches qui supportaient certains artistes à partir de la Renaissance. Tout ça, c'est pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Par contre, dans les églises, dans les monuments, même faits par l'artisanat d'un certain pays, il y avait toujours une appréciation pour le peuple de tout ce qui se passait, on va dire, dans tout ce qui était visible à l'extérieur. Est-ce que ça se démocratise? Oui. Moi, pourquoi Marrakech m'est cher, c'est qu'on a un programme autour de la foire avec la ville qui est accessible à tout le monde. La foire est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de venir acheter pour apprécier. Bien évidemment, elle est à la Mamounia, qui est un lieu des fois un petit peu intimidant, mais par exemple, contrairement à Londres et à New York, on ne charge pas de ticket au Maroc. C'est
pour que tout le monde puisse venir. Je pense que tous les événements de Marrakech étaient tous gratuits, même les musées pendant cette période-là qui faisaient normalement ont des prix d'entrée, n'avaient pas de tarifs d'entrée. Donc je pense que cette semaine-là se prête très bien à faire que ce soit l'art pour tous. Mais bien évidemment, l'Internet aussi accélère ce processus. Ce n'est pas juste la semaine de l'art contemporain, mais maintenant, on a plus la possibilité d'être informé. Donc, si les gens sont amoureux de l'art ou veulent en savoir plus, je pense que c'est définitivement beaucoup plus démocratisé. Très bien. Merci beaucoup, Tulia Aglaoui, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.